Alors, pour aborder notre corps à corps, je vais d'abord accueillir tout de suite mes deux invités. Bonjour Ferenc Elmassi. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef du Vyšehrad Post. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Vyšehrad Post pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, c'est un média trilingue et entre autres français, francophone, qui est spécialisé sur la politique d'Europe centrale. D'accord. Et nous recevons également David Engels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Zákonní de Poznan, ancien titulaire de la chaîne d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui pour traiter de ce sujet qui est notre sujet primordial, principal du jour et qui a été ponctué d'actualité pendant toute la semaine. D'abord, on va commencer par la plus récente actualité. Samedi, la France a vu un spectacle auquel elle ne s'attendait peut-être pas ou plus, mais qui était pourtant prévisible, selon les mots même, on l'a rappelé tout à l'heure, de Gérard Collomb, qui lors de sa passation, alors qu'il était Premier ministre et qui passait son ministère à Édouard Philippe, avait expliqué: aujourd'hui on vit côte à côte, demain peut-être on vivra face à face. Eh bien, le jour de l'annonce de son décès, la prophétie donc colombienne, on va dire, s'est réalisée. Des jeunes manifestants, donc samedi, identitaires, qui revendiquent l'identité nationale, les couleurs de la France, en colère également, sont allés à Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, je rappelle, c'est la ville et surtout la cité de la Monnaie, d'où viennent a priori les auteurs de l'attaque criminelle contre Thomas et ses amis de Crépol. Eh bien, ils sont allés à Romans-sur-Isère crier aux oreilles des habitants de la cité, crier ces mots: Thomas, justice pour Thomas, révolution et islam hors d'Europe. Je vous propose de regarder plutôt quelques extraits qui ont été filmés sur place. İslam en Europe diyeceğiz. Vallahi. Ben de écoute, je crois. Reste. Voilà, il y a une autre vidéo pareil qui a été prise. Tout ça, ce sont des vidéos qui sont, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, amateurs, qui ont été prises par des habitants sur place. Regardez cette autre vidéo. Alors celle-ci, c'est pas à Romans-sur-Isère, mais parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs manifestations. Et celle-ci vient de Rennes. Regardez ça. Et puis, on a eu Dublin. Dublin, c'était donc la capitale irlandaise, quelques jours auparavant, jeudi 23. Dublin a également été la scène d'une extraordinaire explosion de violence, pour reprendre les mots du commissaire local. Il faut savoir que là aussi, il y a eu des crimes. Un crime par un criminel d'origine immigrée. Ça a été officialisé dans la presse ensuite, même si sur le coup, ça n'avait pas été énoncé. Donc, c'est une personne qui a attaqué au couteau des enfants et des passants à la sortie d'une école de Dublin, qui a fait 5 blessés, dont 2 blessés graves, une femme et une toute petite fille. Donc, ils sont dans un état grave et leurs jours sont encore en danger aujourd'hui. Les Irlandais furieux, donc, le soir même, le jeudi, ont manifesté avec des pancartes telles que Irish Lives Matter, les vies irlandaises comptent, et des drapeaux du pays. Voilà, et les Irlandais sont allés manifester également et montrer leur colère jusqu'à dans la soirée où les événements, d'ailleurs, se sont énervés, on va dire. Ils sont allés casser la vitrine, notamment d'hôtels d'accueil de migrants. Je vous propose également de voir une de ces vidéos. Voilà, là vous entendez faites-les sortir avec un cri très énervé, assez, c'est assez. Puis on sait qu'il y a également eu des voitures de police et un bus qui ont été incendiés. Je pense qu'on peut voir l'image du bus qui brûle, un gros bus où il y a marqué out dessus. Voilà, le message est clair, évidemment. Il s'adresse à la population immigrée, en lien avec cette immigrée qui a été l'auteur de cette attaque criminelle. Alors voilà, bon, il faut préciser que le calme est revenu le soir, malgré la violence de la manifestation en Irlande. Aucun blessé grave n'a été signalé, mais quand même, c'est intéressant ce phénomène à 2 jours d'intervalle dans 2 pays différents, mais d'Europe encore, 2 manifestations tenant dans un même élan
un ras-le-bol, une colère, une violence venue d'une fraction de la population et certainement donc une fraction identitaire, nationale, classée donc à l'extrême droite de l'échiquier politique. Que se passe-t-il aujourd'hui en Europe? On connaît également les élections, les dernières élections néerlandaises, hein, où le vote est parti plutôt vers l'extrême droite, comme on dit, de Geert Wilders, le Parti de la Liberté, qui a pour créneau, pour feuille de route, les Néerlandais d'abord, toujours ces mots qu'on entend donc. Épiphénomène ou alors basculement d'Europe, c'est la question que je posais à mes deux invités. Je vais commencer par vous, David Engels. Oui, basculement, je ne crois pas. Ça fait depuis des années qu'à chaque fois que la droite perd une bataille électorale, qu'on entend, voilà, c'est fini, tout va aller à gauche. Et à chaque fois qu'il y a quelque part une petite victoire électorale, on est directement dans le réveil des peuples, ce genre de choses-là. Moi, j'avoue que face à ce que je vois, je ne ressens qu'une très grande lassitude et un très grand dégoût. Lassitude parce que au fond c'est toujours la même chose depuis des années, ça empire, mais au fond il n'y a rien qui change, et donc dégoût face à la racaille qui devient de plus en plus extrémiste, qui devient de plus en plus agressive, qui remplace de plus en plus l'État, la société par ces sociétés parallèles, mais aussi face aux médias, face au domaine politique qui racontent toujours ces mêmes histoires, et il faut le dire, face à la population européenne qui, en gros, semble ne pas trop s'intéresser à ce qui se passe. Parce qu'en gros, là, on a quelques manifestations, on a quelques débordements, mais ça reste quand même très marginal. Pensez aux manifestations qu'il y avait après la mort de Naël, où tout un pays s'est embrasé. Ici, que ce soit l'Irlande, que ce soit la France, en gros, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et honnêtement, la victoire électorale de Geert Wilders, on en parlera certainement encore plus tard de son programme électoral, mais je serais relativement sceptique face aux conséquences à la fois sur les Pays-Bas et sur l'Europe. On va en reparler d'ailleurs des élections, parce qu'on peut mettre Geert Wilders à côté de Giorgia Meloni par exemple. Est-ce que ces votes vers la droite ou l'extrême droite, comme certains disent, finalement changent quelque chose après coup? C'est aussi une question qui peut se poser. En attendant, restons un petit peu sur les manifestations, les manifestations de colère en tout cas qu'on a pu voir en direct jeudi et samedi. Vous dites finalement c'est un épiphénomène, ça va mener à rien. Vous auriez souhaité également que ce soit plus fort, que ce soit plus conséquent, comme vous l'avez dit, ça peut être le cas pour Naël. On ne souhaite jamais la violence, forcément. On ne souhaite jamais maintenant que des villes brûlent, que des vies humaines soient perdues. Mais il est sûr, et on le sait aussi, je parle là en tant qu'historien, qu'un système politique quelconque a une certaine tendance à la léthargie, et que visiblement ce n'est que quand il y a une véritable pression qui vient d'en bas qu'il y a une véritable volonté de changer, que ce soit les syndicats, que ce soit les manifestations, que ce soit hélas des débordements. Ce n'est que quand il y a vraiment quelque chose qui témoigne d'une certaine grogne qu'il y a un véritable incitatif à changer. Et là, je trouve qu'en gros, ça reste fort paisible. Alors, je ne parle même pas de nécessité de guerre civile dans les rues, mais pensez par exemple à l'immense réaction qu'il y avait en Belgique, mon pays natal, il y a quelques années après les affaires Julie et Mélissa, où il y a littéralement des centaines de milliers, voire on avait parlé à un moment presque d'1 million de personnes qui étaient sorties dans les rues pour manifester, pour organiser des marches blanches sur les palais de justice ou autre chose, pour changer des choses. Donc là, il y avait une véritable pression. Pensez à la manif pour tous. Je veux dire, il y a en théorie un potentiel, mais là, ce potentiel-là, actuellement, je ne le vois pas du tout exploité. Ouais. Vous êtes d'accord, Ferenc El-Massy, finalement une forme de passivité de la population européenne, on va dire nationale, face à ces débordements? Je précise qu'il y a encore eu une attaque à Amboise au couteau ce week-end. Je veux dire, ces débordements criminels qui n'arrêtent pas et qui viennent d'une immigration notamment illégale. Oui, je rejoins David sur ces propos. En fait, ce qu'on voit aussi bien à Dublin que en France,
Il y a une poignée de gens courageux qui en ont marre, qui prennent le risque de s'exposer, d'exposer leur colère. Certains, et en France évidemment, auront aussi des conséquences juridiques, alors que finalement c'était juste une manifestation non déclarée, mais on sait très bien que les autorités seront fermes face à eux. Oui, bah En fait, d'ailleurs, on peut s'arrêter, faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé lors de cette manifestation. Donc, de ces nationaux, on va dire, sur place, qui sont allés, qui souhaitaient aller, en tout cas, à la cité de la Monnaie. Donc, cette cité où ont eu lieu 5 perquisitions, pour rester précise, autour de l'affaire Thomas. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il y a des responsables de l'attaque contre Thomas et ses amis qui habitent dans cette cité. Bien donc, il avait prévu de défiler et de rappeler donc la France aux Français, etc., ce qu'on a pu entendre dans cette cité. Finalement, ça a été bloqué, l'entrée a été bloquée par des policiers et à côté d'autres personnes de la cité pour empêcher donc ces gens-là de manifester. Puis ensuite, selon les dires en tout cas de ces manifestants, ils ont été poursuivis par des CRS, parfois tapés, etc., et mis au sol par ces CRS. Et puis derrière, d'autres racailles, on va dire, les récupéraient et finissaient de les tabasser. Voilà, en tout cas, je veux dire, une expression qui a été entendue de leur part. Évidemment, il faudrait avoir les autres versions, mais ça montre quand même qu'en effet, la police, mais je tiens tout de suite à préciser, ce sont les CRS qui n'étaient pas des locaux. Et d'après ce que disent en off certains policiers locaux, mais ce sont plusieurs récits, plusieurs témoignages qui sont revenus, en fait, ils avaient tenté de mobiliser la police sur place, et la police sur place, elle, refusait d'intervenir autour de la manifestation de ces identitaires. Voilà, pour que tout le monde ait les informations. Oui, et si, alors, pour finir mon propos d'avance, je pense que ce sont des témoignages d'impuissance. C'est-à-dire que le fait de devoir recourir à ce genre que des jeunes gens prennent ce genre de risque, de manifester, de se faire tabasser, de se faire condamner, etc., c'est parce qu'il y a un sentiment terrible d'impuissance, le sentiment qu'il n'y a plus de capacité de réaction du nous que devrait constituer la société ou l'État. Et c'est double peine pour ces gens-là, si on veut finir sur cette affaire-là, puisque donc, outre ce que vous avez décrit, on sait aussi qu'il y a au moins un de ces manifestants qui a été frappé à la tête avec des battes ou des bâtons, traîné, déshabillé, humilié, etc. Et la police qui était à côté, qui était donc très active pour empêcher la manifestation, n'est pas intervenue. Donc, et pire encore, ceux qui sont allés le visiter à l'hôpital ont été mis en garde à vue. Enfin, on arrive à quelque chose qui, je pense, est dangereux. Et quand on voit les réactions de gens, et je ne parle pas là maintenant, j'élargis le spectre, c'est-à-dire que je ne parle pas que des gens qui sont politisés, je ne parle pas que des militants ou des jeunes nationalistes de 20 ans qui sont pleins d'énergie et de colère. Je parle de gens qu'on peut voir. Alors, je permets de citer des collègues. Il y a deux reportages sur le terrain qui sont éloquents. Il y a celui de Livre Noir à Romans-sur-Isère, et il y a celui du Média pour tous à Crépol. Je crois que c'est très important de visionner, en tout cas au moins ces 2 reportages de terrain, parce qu'on a là, on prend la pleine mesure de l'immense écart, et je pèse mes mots, anthropologique qu'il y a entre 2 populations qui vivent côte à côte, et comme vous disiez en introduction tout à l'heure, qui visiblement de plus en plus aujourd'hui vivent face à face, malheureusement, et on voit une colère froide chez les Français. Le reportage Média pour tous à Crépol est terrifiant, en fait. Est terrifiant parce qu'on voit, pour moi, il y a un cap qui est franchi, hein. Je perçois vraiment, je vis en Hongrie, mais je vais beaucoup en France et je travaille beaucoup avec des collègues français, donc je suis pas déconnecté du terrain. Je vois vraiment un passage vers un nouveau niveau de violence ou d'acceptation, peut-être d'une future violence en réponse, parce que l'État, aujourd'hui, de plus en plus est perçu comme, au meilleur des cas, totalement démissionnaire, au pire des cas, dans une certaine mesure, complice
par sa passivité consciente. Oui, mais donc finalement, vous allez quand même dans le sens, et là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec David Engels, sur le fait qu'on est en train de vivre un virage, que ce sont les prémices de quelque chose de peut-être plus fort, que ce ne sont pas que des épiphénomènes, mais peut-être quelque chose qui va aller crescendo, avec une colère qui peut aller crescendo, et puis des Français qui aujourd'hui se disent bah, l'État est impuissant, et donc c'est à nous de reprendre finalement le bras armé de l'État qui n'assure plus notre sécurité, bah, de reprendre à nous ces armes et de défendre notre territoire, entre guillemets. Je me mets dans la peau de ces personnes-là. Donc d'après vous, c'est plutôt quelque chose qui peut monter en puissance. Oui, dans une certaine mesure, oui. Alors en revanche, peut-être qu'il y a aussi une dimension, pour l'instant en tout cas, très locale. C'est-à-dire que les gens qu'on voit dans le reportage que j'évoquais de Vincent Lapierre du Média pour tous, ce sont des gens directement concernés par l'affaire. Je ne suis pas sûr que ce soit encore l'état d'esprit du reste de la population française, de 70 millions de personnes. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui en effet est en train de s'intensifier, mais ça reste, pour l'instant, ça reste encore des épiphénomènes, ça reste très local. Et puis la colère est quand même très contrôlée. C'est-à-dire que Le Monde, par exemple, parle de l'oppression nationaliste à Lyon. D'autres médias évoquaient donc une tentative de descente, de ratonnade, etc. Ouais. sur l'Isère. Bon, il y a rien de tout ça. Enfin, c'est-à-dire que oui, il y a une narration. Personne n'a attaqué. De ces manifestants-là, personne s'en est pris à un être humain d'ailleurs, que de la cité ou autre. Donc il n'y a pas eu d'homicide, il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque, contrairement à ce qui a pu être entendu. Et puis pour aller dans votre sens, il y a également BFM qui a titré que fait le gouvernement face à l'ultra-droite. Bon, on pourrait aussi poser la question que fait le gouvernement face aux crimes qui ont lieu tous les jours, mais ça visiblement c'est pas la question de BFM. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce deux poids deux mesures rajoute de l'huile sur le feu pour les gens qui ont déjà, on va dire, une certaine conscience et qui se sentent touchés par cette situation de l'insécurité, de l'abandon par les services publics, etc. Il y a des images terribles, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des images terribles qui circulent sur Internet où on voit le cordon de CRS à côté des racailles pour faire face donc aux jeunes qui sont venus manifester leur soutien face à Thomas, au meurtre de Thomas, et puis leur désarroi. Enfin, c'est des images terribles. C'est des images terribles de voir les cordons de police côte à côte avec les racailles qui, d'habitude, c'est un territoire où ils ne se rendent pas, où ils évitent de se rendre. Exactement, une zone de non-droit. Ces fameuses zones de non-droit. Enfin, comment on peut... Oui, mais reprenez l'information que je donnais tout à l'heure, qui vient de plusieurs témoignages policiers, sur le fait que les policiers refusaient d'intervenir. Ils ont été obligés de faire appel à un service de CRS extérieur pour pouvoir avoir avoir des forces armées sur place. Ça montre aussi quand même, c'est intéressant. Je vais me retourner vers David Engels, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Ça montre aussi quelque chose, un renversement de ce côté-là. À l'époque, on a beaucoup vilipendé, moi j'en ai parlé également évidemment, d'une police. Je parle d'une police, je sais que tous les policiers ne sont pas dans le même bord, qui a tiré sur des gilets jaunes. Et ça a été très très mal pris par une population, alors que très souvent, policiers en fait, et gilets jaunes peuvent être dans les mêmes galères quotidiennes. Et là, finalement, on voit encore cette distinction entre ceux qui ont accepté de jouer les jeux, ces CRS, et puis d'autres qui ont refusé tout simplement de servir de matraque contre ces personnes-là. David Engels. Oui, absolument. Je crois que là, on peut rejoindre de nouveau aussi le constat que Ferenc faisait, c'est-à-dire une différence entre une police locale qui connaît certaines situations, qui est probablement aussi frustrée de devoir vivre côte à côte avec des zones de non-droit où on sait exactement qui sont les criminels, où ils habitent, comment on pourrait les prendre, mais où il y a évidemment le message politique d'en haut qui les empêche de le faire, et évidemment des unités, disons, plus nationales, expressément formées, évidemment, pour interagir, et qui deviennent donc de plus en plus des troupes mobiles qu'on peut envoyer à gauche et à droite. D'ailleurs, c'est une évolution relativement générale. En Allemagne, on a aussi, depuis des années,
de plus en plus de formations à des situations de pré-guerre civile où c'est justement des unités spéciales qui sont formées de gens qui ne viennent donc pas du terrain spécifique et qu'on pourrait envoyer à gauche et à droite pour s'adresser à des émeutes. Et il est relativement clair que le public principal qu'on essaye disons, d'affronter, ce ne sont pas les habitants des sociétés parallèles des banlieues, mais c'est de plus en plus le risque d'une population européenne qui pourrait se soulever. Moi, j'avais déjà annoncé le risque d'un embrasement, non pas nécessairement vers une guerre civile, mais en tout cas vers des gros désordres civils dans mon livre Le Déclin, il y a quelques années. Donc, je serai le dernier hélas, à supposer que tout cela restera encore pendant 10-20 ans à l'état actuel. Mais pour le moment, et là je rejoins aussi ce que disait Ferenc, on peut éventuellement être au début de quelque chose, mais je crois qu'il faudra encore très 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 longtemps pour qu'il y ait vraiment, disons, un ras-le-bol significatif. Certes, ce qu'il faut dire aussi, c'est que d'un côté, on a tout le potentiel de violence de la part des sociétés parallèles. D'un autre côté, on a ou plutôt au milieu, on a une immense masse que ce soit de Français, de Belges, d'Allemands relativement léthargiques. Et puis alors de l'autre côté, on peut de nouveau avoir une minorité qui voudrait bien, disons, rentrer en action. Donc il ne faut pas nécessairement attendre non plus maintenant un éveil de dizaines de millions de personnes pour pouvoir vraiment être effectif. Mais actuellement, je suis étonné, même en tant qu'historien, vraiment étonné que les populations européennes, visiblement, se plaisent dans cet état de post-histoire, de je m'en foutisme, de désintérêt par rapport à ce qui se passe sur leur territoire, du fait d'être aliénés de leur héritage, de leur société, de leur patrimoine. Apparemment, ça ne semble pas intéresser grand monde. C'est toujours ça qui m'étonne finalement et qui me dégoûte profondément. Alors, je vais réagir à ce que vous dites et puis évidemment donner la parole à Ferenc Almasi. D'abord, vous dites finalement il y a une grande majorité passive, on va dire, un peu, qui ne réagit pas face à une société parallèle, on va dire, et souvent criminelle ou délinquante, et puis une autre minorité de l'autre côté, elle, identitaire et nationale, qui serait prête à en découdre plus ou moins. Mais au milieu de tout ça, une grosse masse inerte, on va dire. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, pour deux raisons. D'abord, je pense que cette grosse masse inerte, certes, comme souvent d'ailleurs, les majorités suivent le courant, donc tant que la bascule ne sera pas renversée, elle n'ira pas le suivre. Mais surtout, ils sont bloqués. On va dire que les Français, aujourd'hui, dans le système dans lequel ils sont bloqués. Enfin, les Français, d'ailleurs, les Européens, puisqu'on voit bien que s'ils réagissent, ce sont eux qui finissent en prison avec des peines plus fermes. Et ça, ils le savent très bien. Et c'est eux qui sont vilipendés, ce sont eux qui perdent leur travail parce qu'eux ont un travail légal et reconnu. Donc, tous ces gens-là savent qu'ils ont des risques quand même importants pour leur quotidien à prendre, qui n'est pas le cas, par exemple, de l'autre côté des minorités, on va dire, de cette vie parallèle qu'il peut y avoir dans les banlieues. Donc, c'est, comme disait Laurent Burton qu'on recevait en début de semaine à ce sujet, finalement, ils sont perdants dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils sont perdants, ils voient bien, ils sont humiliés quand ils se font attaquer, quand leur chair est attaquée, quand leurs amis sont attaqués. Et puis, d'un autre côté, s'ils réagissent, ce sont eux encore qui sont punis. Donc finalement, on est quand même dans une situation un peu de blocage et ça peut aussi permettre d'expliquer ce qui se passe. Deuxième chose, et c'est là on va y arriver, ce sera notre deuxième partie du sujet, c'est se dire oui, il y a un réveil justement de cette masse, on va dire. Je pense que c'est celle qui va voter Giorgia Meloni, c'est celle qui va voter ici pour le parti de droite, extrême droite, comme on dit aux Pays-Bas. Donc finalement, ne pouvant pas réagir physiquement, cette majorité réagit par le vote et par un vote qui se dirige vers l'extrême droite. Après, à raison ou pas, mais moi c'est comme ça que j'interprète en tout cas leur réaction. Mais je vais d'abord donner la parole à Ferenc Almasi, puis ensuite je vous redonne la parole à David Engels.
Ferenc Elmassi, oui. Qu'en pensez-vous par rapport à cette analyse, le fait que finalement, peut-être qu'étant bloqués dans leur action, finalement, voyant bien que finalement ils prennent trop de risques, ils prendraient trop de risques, et puis ce sont des personnes qui souhaitent rester dans la légalité, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Finalement, ils se dirigent vers les urnes. C'est encore ce qu'on leur a appris depuis qu'il y a État démocratique, etc., etc. Et donc ça explique aussi le fait, le basculement vers la droite de l'ensemble d'un grand nombre de pays européens. Oui, en effet, c'est-à-dire que cette inaction des masses qu'évoquait David, c'est parce qu'il y a encore aujourd'hui partout en Europe, en particulier en Europe de l'Ouest, un risque de mort sociale qui est très sérieux, qui, même s'il n'est pas conscient, est tout à fait intégré par tout le monde. Et donc, il faut rester en effet dans non seulement la légalité, mais même le politiquement correct. Et la seule chose qui permet de transgresser cet interdit, c'est le vote secret, et donc l'espoir que il puisse y avoir un quelconque syndicat du peuple qui puisse prendre le pouvoir et agir. Évidemment, les choses sont pas si simples. On l'a vu, l'Italie est un des exemples les plus parlants. On a vu beaucoup d'espoir se porter sur l'Italie, alors qu'elle était dans une situation migratoire inédite, de plus en plus alarmante. Et malgré ça, il n'y a pas eu de changement majeur. Mais non seulement il n'y a pas eu de changement majeur, mais il n'y a même pas eu de changement notable sur ce point précis qui était donc l'immigration africaine hors de contrôle en Italie. On voit qu'en réalité, les structures de pouvoir sont tellement complexes que arriver au pouvoir en soi ne permet pas de tout bouleverser, de tout changer de fond en comble. Parce que pour rappeler les chiffres, depuis que Giorgia Meloni est élue, on a eu plus 103% depuis son élection, plus 103% d'arrivées migratoires. Oui, c'est-à-dire que concrètement, le phénomène a continué tel quel. Et il a même augmenté. Il a même augmenté, mais cette augmentation, en fait, était dans la logique. C'est ça que je voulais dire par continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'inflexion du phénomène. Il a continué à augmenter et à se faire. Bon, donc, tout ça montre qu'il y a aussi une partie de cette complexité que j'évoquais, c'est le fait qu'il y a de plus en plus un manque de souveraineté. Voilà. C'est quelque chose que c'est très intéressant que... Dans le cas de Geert Wilders, c'est intéressant parce que les Pays-Bas sont un contributeur net de l'Union européenne. Autrement dit, ils donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent de l'Union européenne. Comme la France. Autrement dit, ils ne sont pas, dans l'absolu, ils ne peuvent pas être soumis au chantage au fonds européen. En réalité, là aussi, c'est plus compliqué que ça parce que il y a quand même des interdépendances qui font qu'une grosse partie de l'État et du monde entrepreneurial, évidemment, serait opposé à une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Mais dans l'absolu, les Pays-Bas pourraient se permettre une sortie de l'Union européenne. Et ça, Geert Wilders l'a évoqué. Alors évidemment, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, parce qu'on voit bien que le Brexit n'a pas révolutionné la donne au Royaume-Uni, que le Royaume-Uni est toujours face à des problèmes d'immigration qui sont du même ordre. Et puis, bon, évidemment, il n'y a pas que l'immigration, mais là, c'est notre sujet. Autrement dit, il n'y a pas de solution politique simple qui peut être atteinte par un simple vote ou une simple élection. Et ça, je pense que c'est ce qui pourra nourrir peut-être une prochaine étape de mécontentement plus tard, parce que, encore une fois, comme disait David, pour l'instant, on n'a que des morceaux de la population, de la société qui réagissent et face à notre impuissance à ce vivre ensemble qui n'en est pas un. Mais je pense que en réalité, le moteur, si on veut avoir, je réagis à ce que disait David aussi d'un point de vue historique, le moteur de bien des choses, je crois qu'il est souvent économique en réalité. Les masses qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que sont capables de se mobiliser lorsque c'est leur porte-monnaie qui est en danger. Lorsque c'est leur niveau de vie qui est en danger. Plus que leur identité. Voilà, beaucoup plus que leur identité, qui est en fait quelque chose qui est plus abstrait en général
Ça, c'est l'histoire, la sociologie qui nous le démontre. Oui, bon Donc, après c'est normal qu'on pense d'abord à remplir son frigo et à faire son plein d'essence, comme on dit l'essence avant le sens. surtout, pardon, lorsqu'on n'est pas directement exposé en réalité à des risques, parce qu'il faut quand même comprendre que même si en France il y a beaucoup de cités, beaucoup de gens qui sont exposés au quotidien à la racaille, etc., la majorité des gens ne le sont pas. La majorité des gens, et heureusement en fait pour eux, ne sont pas exposés au quotidien à cette racaille, ou alors c'est seulement de manière ponctuelle. Oui. Et donc, en fait, le calcul sous-jacent qui va avec, c'est que m'opposer à quelque chose qui menace peut-être une fois par an, alors que si je m'y oppose, c'est assurément la mort sociale, eh bien, je ne prends pas ce risque. Voilà. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous dites, je vais vous donner la parole à David. Et puis, on va aller également sur la question, en effet, des partis, enfin, de l'Europe qui se met à voter à droite toute. Mais là, on voit bien qu'avec cet exemple de Thomas, c'était improbable. Je veux dire, on n'était pas à côté d'une cité, on n'était pas en banlieue parisienne, on était en pleine campagne, quoi, dans une petite campagne. Je crois que c'est une commune de 300 habitants, si je ne me trompe pas. Crépol. Donc, c'était complètement inattendu. C'est là où finalement l'imaginaire de chacun peut se dire ça peut m'arriver à moi. Et c'est peut-être là qu'il y a eu aussi un sursaut qu'il n'y avait pas eu jusqu'à maintenant, mais ça va continuer parce que de toute façon les crimes et les attaques continuent tous les jours. Donc un jour ou l'autre, les gens vont pouvoir assimiler ça à leur cas de vie à eux et se dire finalement ça peut aussi m'arriver à moi ou à ma famille. Mais revenons également sur la réaction finalement de cette masse qui finit quand même par voter majoritairement pour des partis de droite. On a parlé de Giorgia Meloni, bon, avec les effets qu'on a vus également, mais du Pays-Bas, David Engels, pardon, faut que j'apprenne à mieux prononcer. Oui. Pas de souci. Les masses, malheureusement, je ne les vois pas là actuellement, surtout aux Pays-Bas. Je veux dire, n'oublions pas que Geert Wilders, qu'est-ce qu'il a reçu? 23% des votes. Donc, je veux dire, le système des partis aux Pays-Bas est extrêmement fragmenté. Donc oui, là, il est devenu le parti le plus fort, mais en gros, ça reste un quart des votes. Donc, on est loin d'un raz-de-marée. Moi, habitant ici à Varsovie, je reste toujours sur le choc des élections polonaises qui, de mon point de vue, en tout cas en France, n'ont pas du tout été analysées d'une manière suffisante pour comprendre la situation. Ici, on avait une situation où la Pologne a été pendant 8 ans sous un gouvernement de droite conservatrice, et néanmoins les populations ont finalement préféré voter majoritairement contre le parti au pouvoir. Donc on voit très bien toute l'instabilité de ce système de politique et le fait qu'en dépit de toutes les leçons que nous offre l'Europe occidentale, visiblement, ici en Pologne, on a voté pour la normalisation, c'est-à-dire le retour ou plutôt vers un modèle occidental. Alors, est-ce que c'est lié à la guerre en Russie ou comment vous l'expliquez ? Non, pas du tout. Ça avait été maintenant un vote, disons, nationaliste, anti-russe, pro-ukrainien. On aurait gardé évidemment le gouvernement en place qui a mis en avant un programme de remilitarisation assez conséquent que l'opposition qui va arriver au pouvoir maintenant va certainement diminuer. Non, c'était sur base tout simplement de pression médiatique européenne, européiste, de chantage, etc. Et ce qu'il ne faut pas oublier, sous pression permanente de la Netflixisation de la population par les réseaux sociaux, etc., qui a fait en sorte que le conservatisme polonais paraissait de plus en plus anachronique à beaucoup de jeunes. Mais ce à quoi j'en voulais venir pour rebondir sur ce que disait Ferenc, donc on voit comme tous ces différents partis européens conservateurs ou de droite sont liés les uns aux autres. On voit aussi comme quelqu'un comme Meloni, qui certainement voulait faire des efforts, a reçu un tel chantage à la fois de l'Union européenne, mais aussi de l'Allemagne, que c'est extrêmement difficile pour un pays très endetté comme l'Italie maintenant d'aller toute force contre l'esprit général. On l'a vu ici en Pologne aussi. On a vu même avec le Brexit que la sortie de l'Union européenne, au fond, n'a absolument rien changé d'un point de vue identitaire pour toutes les crises que traverse le Royaume-Uni. Donc la réponse, elle ne se trouve pas
dans quelques victoires électorales par-ci et par-là, elle se trouve à un niveau européen. C'est uniquement en coordonnant ces différents effets, ces différents partis, c'est uniquement en se servant justement de cet outil bruxellois pour le démanteler et pour le transformer en un outil identitaire, que nous pouvons changer quoi que ce soit. Esseler une victoire dans un pays, puis une défaite par là, ça ne va rien changer. La machine, elle est beaucoup trop puissante. Et de ce point de vue-là, si on en arriverait à parler en tout cas du programme politique de Geert Wilders, je doute beaucoup qu'il ait perçu ce problème-là en tout cas. Oui, mais alors j'ai du mal à vous comprendre parce que vous dites on va être sauvé par l'Europe quand on unis parti par parti quand on va fonctionner. Puis d'un autre côté, vous dites finalement on regarde Mélanie, ça n'a rien donné. On regarde le Brexit, ça n'a rien donné. Et puis on regarde le Pays-Bas, il n'a pas l'air d'avoir pris les choses au sérieux. Donc ça sert à quoi d'unir tous ces pays entre eux si personne ne comprend vraiment les enjeux? Parce que la pression est trop grande actuellement. Mais quelle pression de qui? Quelqu'un comme Mélanie peut essayer de mettre en œuvre certaines pratiques. Qui met cette pression? Qui est au-dessus? C'est la majorité actuelle qui dirige le Parlement européen et c'est surtout la majorité des différents États-nations qui sont encore du côté de la gauche libérale et qui dominent la Commission. Et c'est évidemment les médias aussi qui sont dominés par la gauche. Donc on est dans un système extrêmement complexe où le simple État-nation, ça on l'a très bien vu ces 10 dernières années, le simple État-nation, même s'il tente de s'opposer à cette machination, n'a plus assez de force pour le faire. Et donc des appels même à la sortie de l'Union européenne, par exemple, de mon point de vue, comme on l'a vu dans le cas du Royaume-Uni, ne sont pas adéquats. En fait. Alors pour le Royaume-Uni, est-ce que c'est pas tout simplement que, comme on le dit souvent d'ailleurs, le Frexit c'est un outil, c'est pas une fin en soi, et que si la personne au pouvoir ne met pas en place une autre manière de gouverner, forcément ça va rien changer. Mais alors, Ferenc Elmassi, sur tout ce qu'a dit David Engels depuis le début, terminons là-dessus tous les deux, avec vous deux plutôt. Est-ce qu'une forme d'union des pays en Europe, de ces partis de droite, peut changer les choses de ce côté-là? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ce sens-là? Ferenc Elmassi d'abord. À titre personnel, je ne suis pas vraiment aussi optimiste. Je vois là encore, comment dire, les structures de l'Union européenne sont telles que je ne crois pas à la possibilité d'une réforme de l'Union européenne, d'un basculement de l'intérieur. Oui. De l'intérieur. Je n'y crois pas du tout. Je pense que en fait, il y a un agenda fédéraliste au niveau de l'Union européenne qui a véritablement tout construit de A à Z dans cet objectif-là. Et je pense que les forces qui organisent toute la bureaucratie bruxelloise qui s'est structurée pendant des années n'est pas réformable. On ne peut pas juste changer quelques responsables et changer l'agenda de l'Union européenne et réussir à faire l'Europe des nations. Je n'y crois pas. Très sincèrement, c'est la position officielle de Viktor Orban. Hein. Lui, il défend, par exemple, en Hongrie, depuis la Hongrie, il continue à défendre, comme en 2019, il a exactement les mêmes arguments qu'en ayant un Parlement européen qui sera à majorité souverainiste, patriote, etc., on pourra changer les choses. Oui. Je n'y crois pas. Le pouvoir du Parlement européen, en fait, est très relatif. Oui. La Commission s'est arrogée de plus en plus de droits, Oui. notamment au-delà de ce qui était prévu dans les traités. Oui. Hein, de jure, ils n'ont pas autant de droits que de facto. Mais là, ils sont en fait. train de vouloir changer les choses pour que ce soit officialisé. Oui. Bon, bref. Parlons de la c'est santé, très loin les de questions parler militaires, déclarations de guerre désormais. Donc oui, on voit qu'en effet, la Commission européenne et Ursula von der Leyen se sont arrogées. Et la suppression, et ce qui est surtout dans les cartons, c'est la suppression du droit de veto pour les États membres. Tout à fait. Et ça, C'est c'est un énorme. changement profond de nature de l'Union européenne. Et personne n'en parle, à part quelques médias Nous, on en a comme parlé. Toxin ou comme le Visegrad Post et quelques autres médias qui Ouais. s'intéressent à ces questions. Mais aucun grand média ne parle de ça, alors que c'est un changement fondamental à l'échelle du continent. Donc ça aussi, ça montre que il y a beaucoup de choses qui se passent en politique, mais les gens ne suivent pas. C'est pas une accusation, hein, c'est vrai que c'est des questions techniques et puis il faut bien que quelqu'un leur apporte ça. Mais les grands médias ne le font pas. Il y a de bonnes raisons. Hein, c'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est parce que c'est des sujets que peut-être ils ont la consigne de ne pas traiter.
ou de manière très superficielle. Voilà, donc je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Et si c'est la fin, je voudrais conclure quand même sur Ouais, une chose allez-y. importante à dire, c'est que beaucoup parlaient donc de la montée des tensions, du risque de Révolte faut le populaire, en dire, fait, de règlement de compte. Oui. oui, de règlement de compte, et qui, on l'a tous en tête, c'est le risque de guerre civile, en fait, très clairement, il faut dire les choses. Moi, ce qui m'inquiète le plus, en réalité, c'est que un sentiment de colère puisse prendre le dessus, et que finalement, il y ait un jour alors ça pourrait être, on peut appeler ça des ratonnades ou ce qu'on veut, Mm. mais qu'en en gros, il y ait un déversement de haine et de colère horizontale, c'est entre les différents peuples qui cohabitent Ouais. de Bloc gré ou de contre force. bloc, l'archipélisation, enfin tout ce qui avait été décrit, oui, qui arrive. Exactement, mais qu'en réalité, le problème en réalité ne sera pas résolu, parce que les responsables ne seront pas inquiétés. Moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'on s'en prenne pas aux responsables. Et je crois Ouais. que la première étape d'une solution, c'est de conscientiser cette colère pour bien l'orienter vers les vrais responsables. Ouais. Les petites racailles qui tuent impunément aujourd'hui, c'est pas elles qui ont mis en place ce système. Et qui ont mis en place C'est- l'impunité. Oui. Non, eux, ils bénéficient d'une impunité. Oui, oui. Mais voilà, et c'est pas eux qui l'ont mise en place, c'est une volonté politique qui a mis en place cette impunité. Et eux, ils n'ont pas accès à la politique. C'est pas eux qui dirigent, c'est pas eux qui sont dans les magistratures ou dans les ministères. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Finalement, les manifestations, comme on a pu voir à Romans-sur-Isère, elles devraient plutôt être dirigées contre, en face de l'Élysée, par exemple, ou en Oui, face ou des... la préfecture. Ouais, La préfecture ouais. qui a interdit les rassemblements, par exemple. Oui, d'accord. En effet, c'est intéressant de le souligner, et à bon entendeur. Votre conclusion à vous, David Engels? Conclusion, c'est peut-être d'élargir un tout petit peu au programme aussi politique de Geert Wilders, Oui. parce qu'on en a parlé comme étant maintenant un signe du ras-le-bol des populations. Mais moi, ce à quoi je voudrais appeler, c'est que disons le populisme de papa des années 80-90, de mon point de vue, n'est pas la réponse. Et quand je vois que dans le parti de Geert Wilders, qu'on soit dans une attitude très positive par rapport à l'activisme LGBT, que selon Geert Wilders, le gros souci, c'est pas seulement l'islam, c'est aussi les autres nations européennes. Il avait mis en place il y a quelques années même un site web pour pouvoir mettre des plaintes contre des immigrés polonais, par exemple, qu'il voyait aussi comme des parasites dans l'État néerlandais, etc., qu'il voulait éjecter. Donc là, je suis fort sceptique par rapport à la dimension, ou en tout cas au futur d'une telle orientation. Et là, je rejoins justement Ferenc sur le fait que oui, il faut orienter la grogne, il faut orienter la colère, il faut aider les gens à voir les structures et le système qui se trouve là derrière. Ce n'est pas, comme disait Ferenc justement, en manifestant plic-ploc dans l'une ou l'autre banlieue, ou à exprimer juste son ras-le-bol contre tous ceux qui nous prennent les travaux, que ce soit les Roumains ou les Polonais ou ce genre de choses-là, qu'on va aller à quoi que ce soit. Ce n'est plus, disons, le souverainisme vieux jeu fin 20e siècle qui va résoudre quoi que ce soit. Il faut penser plus loin, il faut aller plus loin dans la complexité, il faut essayer de comprendre justement ce système qui se sert à la fois de l'immigration et aussi des différentes, de la déconstruction de notre identité. Et le problème, il n'est pas seulement situé à un point de vue ethnique, islam contre Europe ou quoi que ce soit, mais dans la déconstruction et la reconstruction de l'homme européen par la destruction de la famille, de la transcendance, de l'identité sexuelle, déconstruction de l'identité organisée, nationale, etc. Et c'est donc beaucoup plus vaste que tout simplement la lutte contre la criminalité, de la petite racaille. La guerre de civilisation ou autre. Finalement, vous dites il y a des responsabilités à prendre, et elles sont pas là où le petit bout de l'ornière nous ferait croire qu'elles sont. Et évidemment, il y a, si immigration il y a, c'est que les frontières sont ouvertes. Si impunité il y a, c'est qu'il y a une justice qui ne punit pas. Et tout ça a ses raisons. Donc en effet, il faut aller interroger l'État supérieur plutôt que ceux qui sont les pions de ce système. Merci beaucoup à vous deux pour ce corps à corps très intéressant en effet sur ces mouvements de colère en tout cas qu'on a pu voir. Alors où cela va-t-il mener? On
continuera d'en parler, on suivra cette affaire ensemble. David Engels, historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Záchodní de Poznan et ancien titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles. Et vous, Ferenc Elmassi, rédacteur en chef du Vyšehrad Post. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, puisqu'on parlait de souveraineté, justement de ce droit de veto souverain qui est en train d'être discuté pour être supprimé au niveau européen, donc qui a déjà été, d'ailleurs, le vote est déjà passé, la suppression du droit de veto de l'État-nation, eh bien, sachez qu'on en fait une émission spéciale, nous, justement, jeudi, avec Jacques Sapir et Georges Kuzmanovic, 1 heure pour revenir sur la fin de la souveraineté des États. La fin de cette souveraineté est-elle actée? Voilà, gros programme pour jeudi. En attendant, merci encore à vous deux, Ferenc Elmassi, David Engels.